Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler de la peur de l'abandon, sujet important. Pourquoi je vous parle de la peur de l'abandon aujourd'hui ? Parce que si vous venez d'arriver, si vous venez de découvrir ce qu'est la dépendance affective, elle résulte d'une blessure d'abandon. Et donc, c'était important pour moi de faire vraiment un épisode dédié à cette peur, cette blessure-là. Qu'est-ce que la blessure d'abandon ? Qu'est-ce que la peur de l'abandon ? Quel impact ça peut avoir sur notre vie, sur nos relations et surtout sur notre rapport à nous-mêmes ? C'est ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Vous parler surtout de toutes les conséquences de cette blessure-là et surtout de vous guider au mieux avec des mots simples parce que je ne vais pas pouvoir vous donner évidemment le contenu de ce que pourrait être un livre entier sur ce sujet-là. Mais en tout cas, essayez dans un premier temps de vous faire comprendre ce qu'est la peur de l'abandon et surtout vous amener peut-être, et j'espère, à entamer ce processus de guérison parce que vivre avec la peur de l'abandon, c'est être aussi dans l'abandon de soi. Et s'il y a quelque chose que je véhicule dans mon métier, c'est vraiment la reconnexion à soi parce que c'est la base de tout type d'épanouissement. Donc, c'est hyper important. Aujourd'hui, la première chose que je vais aborder, c'est la différence entre la blessure d'abandon et le syndrome d'abandon. Parce que oui, on peut avoir une blessure d'abandon sans pour autant avoir vécu un abandon strict. Alors, pourquoi ça arrive ? Parce que le sentiment d'abandon, c'est un sentiment réel que le corps va ressentir. C'est-à-dire que c'est d'abord le corps qui ressent le sentiment d'abandon et ensuite le cerveau qui va l'identifier comme tel. C'est-à-dire, si je me sens abandonnée par toi, si je sens une distance, si je sens que tu t'en vas, ça peut créer un traumatisme psychocorporel et donc me faire croire qu'à ce moment de ma vie, j'ai été abandonnée. Et du coup, on va en parler après, tout ce qui en résulte. Donc, il y a quelque chose que j'ai entendu la dernière fois, c'est en gros, si on n'a pas vécu d'abandon strict, et je pense à toutes les personnes qui ont vraiment vécu ça, alors notre peur de l'abandon, elle n'est pas légitime. Mais, j'allais dire, ce sont les mêmes zones du cerveau qui vont être activées, et au niveau du corps, ça va être le même ressenti. Alors évidemment qu'il va y avoir d'autres problématiques à régler quand on a vécu un abandon strict, qui sera plutôt du domaine psychologique et thérapeutique, ce qui n'est pas de mon ressort. Par contre, on peut avoir donc un syndrome d'abandon. On appelle ça comme ça parce qu'on a les mêmes sensations, les mêmes émotions et très souvent les mêmes croyances, ou en tout cas des croyances similaires que si on avait vécu un abandon strict. Alors, comment peut arriver le syndrome d'abandon ? Par énormément de raisons que je ne pourrais pas énumérer ici pour la simple et bonne raison que la manière dont vous pouvez vous sentir abandonné peut ne pas du tout être vécue de la même manière par une autre personne. J'entends par là que j'ai remarqué durant ces 4 dernières années, et c'est quelque chose que je n'ai pas lu dans des livres, c'est que les bébés qui vont naître prématurément et qui vont être retirés immédiatement des mains et des bras de leur mère peuvent ressentir un syndrome d'abandon parce que c'est le premier traumatisme de séparation que va vivre un enfant. Donc les enfants qui vont être en néonate, qui vont être du coup, qui vont difficilement avoir accès au corps et à la sécurité affective de leurs parents, peuvent démarrer leur vie avec un syndrome d'abandon. Évidemment que rationnellement, on peut se dire que ce n'est pas un abandon strict, mais le corps de l'enfant, lui qui vient d'être porté par sa mère pendant 9 mois, le vit comme un véritable abandon. Donc ça va créer un traumatisme, même si il va être plus ou moins grand en fonction des personnes, il reste un traumatisme à prendre en considération. Là
où je veux aussi vous mettre en garde, c'est que parfois votre expérience d'abandon ne va pas être aussi claire ou limpide pour vous. Dans le sens où je trouve que beaucoup de personnes qui viennent me voir vont mettre leur énergie sur le pourquoi je suis comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que aujourd'hui j'ai si peur de l'abandon? Et même si dans certaines mesures ça peut être très intéressant d'aller creuser ça avec un thérapeute, je crois aussi que dans certains cas, attention, il ne faut pas que ce soit une excuse, je mets des gros guillemets, pour ne pas se concentrer sur le comment je vais réussir à sortir de cette blessure-là, comment je vais réussir à mieux gérer mes émotions, comment je vais réussir à passer outre cette peur de l'abandon ou en tout cas les émotions qui sont liées à ça. Donc il est très important de reconnaître déjà dans un premier temps où est-ce que vous mettez votre énergie, parce que je sais qu'on peut avoir tendance à se dire mais pourquoi je suis comme ça, et moi-même j'ai passé des années à me demander pourquoi j'étais comme ça, alors que aujourd'hui, à part le fait que je sois née prématurément, je n'ai pas d'événements conscients en tout cas qui me font dire que j'ai pu avoir une blessure d'abandon. Pourtant, elle a été là. Et j'ai été dans une famille très aimante, avec des parents présents, des sœurs présentes. J'ai été aimée, choyée. Donc, ça pourrait paraître complètement lunaire, mais le fait est que c'était là. Donc, prenez bien le temps d'observer où est-ce que vous mettez votre énergie, soit d'être dans le pourquoi ou d'être dans le comment je vais réussir à avancer. La blessure d'abandon, c'est une des blessures qui va être les plus difficiles à guérir. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment liée à l'être. Dans le sens où la blessure d'abandon, elle vient directement toucher l'estime de soi. C'est-à-dire que le raccourci que va faire votre esprit, c'est si j'ai été abandonnée, alors c'est que je ne suis pas aimable. Peu importe les conditions de votre traumatisme à ce moment-là, c'est le raccourci que va faire votre cerveau et c'est la première croyance qu'il va ancrer. C'est-à-dire, si je suis abandonnée, c'est que je ne suis pas aimable. Ça veut dire qu'on ne veut pas rester à mes côtés, donc ça touche à ma valeur, ça touche à qui je suis. C'est pour ça qu'elle va demander énormément de ressources et que le premier travail que je fais en coaching est vraiment lié à l'estime de soi. Quand l'estime de soi est touchée, on est sans cesse en remise en question, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va se remettre en question, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on vit et peu importe la nature des relations qu'on vit, s'il y a quelque chose qui se passe mal, on va le prendre pour soi. On va penser que c'est de notre faute, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, sans jamais remettre en question l'autre. Parce que, attention, comme j'adore être toujours dans la nuance, bien sûr que c'est sain de se remettre en question, c'est sain d'aller regarder est-ce que effectivement il y aurait quelque chose que j'aurais mal fait, mais ça devient malsain quand on remet en cause notre valeur et surtout qu'on ne se demande à aucun moment ce que l'autre a fait également. En fait, de trouver vraiment l'équilibre dans la remise en question et de ne pas être tout le temps dans ce truc de en fait c'est de ma faute ou de ma responsabilité si cet événement est survenu. Que se passe-t-il quand on a peur de l'abandon ? Il y a un nombre incalculable de conséquences. Je vais vous donner les plus grandes, celles que je remarque le plus souvent, mais la liste est non exhaustive parce que après 4 ans dans ce métier, à accompagner plus de 300 personnes dans cette blessure d'abandon, j'ai réalisé que chaque histoire était unique et même si les problématiques étaient similaires, il y avait parfois beaucoup plus de subtilité et de complexité en fonction de chacun de mes clients et que je dois prendre en considération. Et c'est pour ça que j'aime profondément faire des coachings individuels parce que chaque histoire est unique et donc c'est un travail qui va beaucoup plus en profondeur. La première chose,
Et vous allez voir, c'est hyper intéressant, c'est que je parle très souvent, évidemment, mon sujet d'expertise étant la dépendance affective. C'est donc la première chose que je viens citer ici. On parle donc d'une véritable dépendance, je vous le rappelle, la dépendance affective, elle porte bien son nom. Ça va être la même chose qu'une dépendance à l'alcool, à la cigarette ou à différentes substances. En tout cas, dans le cerveau, encore une fois, ce sont les mêmes zones qui sont activées. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. C'est pas seulement un caprice d'une personne qui a besoin d'amour à outrance. Il y a vraiment quelque chose qui vient être comblé à ce moment-là. C'est comme si on venait combler un vide. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les personnes qui fument, qui boivent. Elles viennent en fait combler quelque chose. C'est comme si ce de quoi elles sont dépendantes, ici, que ce soit dans l'affection, dans l'alcool, dans la cigarette ou que sais-je, on vient, en fait, c'est comme si c'était véritablement un extincteur. Et en fait, on vient éteindre ce qui brûle à l'intérieur de nous. Donc, la dépendance affective, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est un trouble qui est là et qui se doit d'être guéri. Mais paradoxalement à ça, la blessure d'abandon, elle peut aussi créer l'hyper-indépendance. Dans le sens où vous allez rencontrer des personnes, et ça a été mon cas, qui ont été abandonnées ou qui peuvent avoir un syndrome d'abandon et par peur de se faire abandonner à nouveau, vont mettre une énorme distance avec les autres. Vont avoir une peur de l'engagement énorme, ne vont jamais d'ailleurs être dans des relations qui sont engageantes ou même comme ça, vont créer de la distance avec l'autre, vont avoir du mal à partager leurs émotions parce qu'en fait, inconsciemment, ça leur permet de garder le contrôle sur la situation. C'est très inconscient, mais en fait, au même titre que la dépendance affective, quand j'ai besoin de l'autre pour me nourrir, c'est aussi une manière de garder le contrôle sur mes émotions. Quand on est dans la dépendance affective, on est dans l'hypervigilance, on va tout faire pour que l'autre nous aime, et inconsciemment, c'est vraiment un moyen de garder le contrôle sur les sentiments de l'autre, mais on y reviendra dans un autre épisode de podcast. Donc, allez comprendre, et je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent sont dans la dépendance affective, mais il peut y avoir aussi cette hyper-indépendance qui va découler d'une blessure d'abandon, ou en tout cas d'une peur de l'abandon qui est très forte. Les personnes qui sont hyper indépendantes, qui font tout par elles-mêmes, qui mettent de la distance avec les gens, qui sont dans un discours où ils n'ont pas besoin des autres, je sais quand même que derrière ça, il y a très souvent en fait une peur de l'abandon. Et de manière encore plus complexe, j'ai déjà rencontré des personnes, des clients à moi, qui étaient dépendants affectifs, mais qui, par certains mécanismes, étaient aussi hyper indépendants. Donc vous pouvez être dans les deux camps et c'est totalement ok parce qu'en fait vous allez choisir en fonction des personnes que vous rencontrez, en fonction des situations, le comportement et les mécanismes qui vont vous protéger au maximum. Parce qu'en fait, je le rappelle, que ce soit dans la dépendance affective ou dans l'hyper-indépendance, tous les mécanismes qu'on met en place, mais ça vaut pour tous les traumatismes du monde, tous les mécanismes qu'on va mettre en place après, sont en fait là pour nous protéger, même s'ils nous font souffrir. Ensuite, mais extrêmement lié, donc on va soit s'accrocher très fort, soit rejeter l'autre pour ne jamais être celui qui est abandonné. Donc on va faire au mieux pour nous. On va aussi détester les au revoir et les séparations de manière générale, et ça vaut qu'on soit dans la dépendance affective, mais aussi dans l'hyper-indépendance. Et ça, je vous le certifie, que les personnes qui sont dans une hyper-indépendance, qui ont peur de l'engagement, ont beaucoup de mal à poser leurs limites, vont avoir beaucoup de mal à quitter quelqu'un, parce que ça vient réveiller cette mémoire traumatique, même si c'est elles qui partent. Je sais ce que c'est que d'être abandonnée, donc je n'ai pas envie de faire vivre ça à quelqu'un d'autre.
Donc ne négligez pas ce que peut ressentir une personne hyper indépendante. Maintenant, je fais une énorme parenthèse, enfin une petite parenthèse, mais très importante. Parce que je sais que parfois, quand on est dans une relation toxique avec une personne qui en a rien à faire de nous, mais qui nous manipule, on peut entendre ce discours en se disant « Ah, mais c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, il est hyper indépendant, il a peur de l'engagement, mais au fond, il a peur de l'abandon. » Alors non, il va y avoir des cas où c'est le cas, mais en fait, ces personnes-là, on ne doute pas de leur amour pour autant. On peut être en souffrance dans la relation, mais on ne va pas douter de l'amour. C'est ce que je disais dans mon dernier podcast. Par contre, effectivement, il y a des personnes qui juste vous manipulent. Donc, commence pas à se monter la tête et à entendre ce qu'on a envie d'entendre. Il va y avoir aussi, suite à ce syndrome d'abandon, une grande difficulté à recevoir. C'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur l'estime de soi. La difficulté à recevoir, elle est là parce que on pense ne pas mériter ça. J'en parle très souvent, mais je fais un petit rappel. Rationnellement, vous pouvez vous dire je suis quelqu'un de sympa, quand même je sais que je mérite pas d'être maltraitée. Mais j'allais dire dans le concret, vous pouvez être ce genre de personne qui a du mal à dire merci à un compliment. Si vous êtes en date avec quelqu'un et que la personne vous propose de porter votre sac, votre premier réflexe, ça va être de dire « Non, non, t'inquiète, c'est bon ». Ou de recevoir un cadeau, d'être vraiment dans le « Ah non, vraiment, fallait pas ». Pourquoi on fait ça ? On le fait pas par politesse. C'est parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi une personne viendrait nous apporter quelque chose. Pourquoi, quand une personne nous fait un compliment, on est tout de suite en train de remettre en question sa parole ? Si une personne vous dit que vous êtes beau, que vous êtes belle, arrêtez de lever les yeux au ciel ou de souffler ou de vous dire c'est sûr qu'elle ne le pense pas. Parce que, à ma connaissance, on fait rarement un compliment quand on ne le pense pas. Et si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de le savoir. Donc, ça commence par ça. Et ça peut vous paraître être hyper anodin, mais c'est un des premiers exercices que je fais faire à mes clients. Parce que comment vous voulez être en mesure de recevoir l'amour, l'attention de quelqu'un, le plein dévouement d'une personne, si même un compliment, vous ne savez pas le recevoir. Ça peut vous paraître complètement fou, mais c'est réel. Donc, si vous ne le faites pas encore, commencez par ça. Lié à ça, vous allez avoir la peur de ne jamais vous sentir légitime de quoi que ce soit. Donc déjà de recevoir, mais même, j'allais dire, dans le domaine professionnel, vous allez avoir un poste, vous allez dire que c'est par chance ou que de toute façon, il n'y avait personne d'autre. Quand vous réussissez quelque chose, c'est toujours un coup de chance. Donc, on développe aussi un gros syndrome de l'imposteur. Parce que, alors ça, c'est de manière plus subtile, mais on développe le syndrome de l'imposteur parce qu'on doute de soi. Parce qu'en fait, on a tellement une faible estime de soi qu'on ne comprend pas comment on peut recevoir quelque chose. Et quoi que ce soit, en fait. Donc on est toujours en train de se remettre en question et de penser que de toute façon, on ne mérite pas. Ça, je peux pas vous dire, à partir de demain, commencez à vous observer et commencez à vous dire que vous le méritez. Ça peut être un premier pas, mais si vous êtes dans un mécanisme de très faible estime de vous-même, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, ça n'aura aucun impact parce que votre cerveau s'est construit sur le fait que vous ne vous aimiez pas. Donc, comment on gagne en estime de soi ? En se faisant accompagner. Et honnêtement, vous pouvez faire des exercices, lire des livres, etc. Mais l'estime de soi, c'est quelque chose de tellement personnel, je dirais même de tellement intime, parce que c'est intrinsèque, c'est la valeur que vous vous donnez, c'est qui vous êtes dans tout votre être, que lire des livres qui sont hyper généraux, même si très intéressants sur des prises de conscience, sur le
fonctionnement des mécanismes, faites un travail personnel. Ou en tout cas, en fait, je pense à mon programme en ligne, un programme où on vous donne des exercices, des clés qui vous permettent de faire un travail personnel. Parce que derrière le syndrome de l'imposteur, vous avez souvent le syndrome de la petite fille parfaite. Ça va pas toucher tout le monde, mais je le remarque quand même beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Et ce n'est pas anodin. Quand on a une très forte peur de l'abandon, on va aussi tout faire pour que les autres restent, ou en tout cas pour ne pas être abandonné à nouveau. Donc on est dans une suradaptabilité, et donc très souvent derrière ça, syndrome de la petite fille parfaite. Le syndrome de la petite fille parfaite, je l'appelle comme ça parce que ça vient très souvent de l'enfance. Vous ne développez pas ça à l'âge adulte, mais il y a ce côté de vous qui ne veut pas faire de vagues, qui n'a jamais osé donner son opinion parce que il fallait pas aller contredire les gens, parce que pour plein de raisons, soit pour pas faire de vagues, pas rentrer dans le conflit, pour pas qu'on pense qu'on est une mauvaise personne. Et donc ça, vous le développez de manière très forte, très souvent. Et derrière, parce qu'en fait, tout ce que je vous dis là, c'est extrêmement lié finalement. Et vous pouvez quasi tout avoir, comme vous pouvez avoir que certains points. Ça dépend pas de où vous en êtes dans la dépendance affective. Ça dépend simplement de votre histoire de vie. Ça dépend simplement des mécanismes que vous avez mis en place pour vous sentir mieux. Donc, derrière le syndrome de la petite fille parfaite, il y a aussi très souvent la culpabilité. Ça, je le retrouve chez énormément de clients, qui est la culpabilité. Si je dis ce que je pense et que je blesse quelqu'un, je me sens coupable. Si j'avais prévu un rendez-vous avec quelqu'un mais que j'annule, je me sens coupable. Si je blesse une personne, si je dis non, si je dis stop, si je pose mes limites, si je pose mon cadre, je me sens coupable. La liste de vos raisons de culpabiliser, elle est souvent très longue. Et en fait, je vais juste vous parler de cette différence-là de culpabilité versus responsabilité, parce que c'est ok de se sentir responsable, mais pas de se sentir coupable, dans le sens où, j'allais dire se sentir responsable, attention, je vais nuancer, parce que parfois je rencontre des personnes qui sortent d'une relation et qui prennent sur leurs épaules la responsabilité totale de la séparation, par exemple. C'est de ma faute, ou c'est parce que j'ai pas été comme ça, je ne suis pas assez ça, j'aurais dû faire autrement. Mais là, on tire quand même vers la culpabilité. Je me sens coupable de ne pas avoir su porter cette relation, de ne pas avoir fait en sorte que cette relation réussisse. La responsabilité, c'est simplement avoir le recul nécessaire pour réaliser quelles sont les erreurs qu'on a pu faire, se remettre en question. Peut-être se dire, c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai pas toujours été tendre, mais en même temps, je trouve ça sain dans le sens où on va aussi essayer de travailler sur ces choses-là. En fait, c'est ça qui rend la remise en question saine. C'est de reconnaître ses erreurs et de vouloir travailler dessus pour que ça ne se reproduise plus. Par contre, la culpabilité, ça va justement créer ce cercle vicieux où vous n'allez plus jamais oser dire quelque chose, vous n'allez plus jamais oser être vous-même pour toujours vous suradapter. Seulement, et j'en parlais avec une cliente cette semaine, à quel point on s'épuise quand on est dans la suradaptabilité. À quel point ça nous demande énormément d'énergie de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on fait, de jouer le rôle de la personne que je voudrais que mon partenaire veuille que je sois. C'est tellement long dans le processus que même moi, ça me demande de l'énergie de l'exprimer. Ce n'est pas vivable sur le long terme. À long terme, vous allez péter les plombs. En fait,
sans même péter les plombs, vous allez vous éteindre. Parce que quand on est juste la personne que notre partenaire aimerait qu'on soit, mais on s'éteint complètement de notre lumière, de qui on est, de nos qualités, de nos défauts aussi. On est juste la représentation de ce que l'autre aimerait qu'on soit. Est-ce que déjà là, quand vous entendez ça, vous n'êtes pas en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain? Ce n'est pas normal de devoir s'adapter à ce point à l'autre. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, être dans une relation, ça demande des concessions. On s'adapte aussi avec nos histoires respectives, nos bagages respectifs, nos insécurités respectives. On ne fait pas tout comme on veut, comme si on était seul. Par contre, à partir du moment où vous êtes en train de vous oublier, de vous abandonner, je veux dire, bien sûr que c'est ok d'évoluer et de se transformer au fil du temps, mais quand vous avez plusieurs personnes de votre entourage qui commencent à vous dire on te voit plus, t'es sûr que tu vas bien, t'as un peu changé ces derniers temps, essayez d'écouter ce qu'on a à vous dire. Parce que ça va très vite de se plonger dans une relation et d'être complètement aveuglé par celle-ci quand on n'a pas fait le bon choix de partenaire, quand on est encore très fort dans la dépendance affective. On peut aussi on peut aussi ne pas voir en fait toutes ces choses-là. Et moi, je sais que avant de rencontrer mon conjoint actuel, je disais très souvent à mes amis, mais même il y a quelques années, je compte sur vous pour me dire s'il y a quoi que ce soit. Parce que même si je suis sortie de la dépendance affective, je suis consciente que, comme toute dépendance, il y a des choses qui peuvent venir réactiver ça. Et même si, encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'en le disant, je me dis, non mais j'ai tellement fait de chemin et j'ai guéri ces parties-là de moi que je ne serai plus la même personne qu'avant. Mais voilà, je sais que je suis assez bien entourée pour que si j'entends quelque chose un jour, ça viendra pas de nulle part. Donc, prendre une certaine responsabilité, oui. Vous sentir coupable de tout, non, ce n'est pas normal. Et je vous dis ça parce que j'ai une cliente, un jour, on a vraiment fait toute une séance autour du sentiment de culpabilité. Ça a été très long et très éprouvant pour elle parce que, évidemment, on est venu déterrer des choses qui étaient compliquées pour elle. Mais en fait, quand elle a fait cette liste qui était interminable, je lui... En fait, ce qui m'arrive très souvent lors des séances de coaching, c'est de faire un parallèle. Parce que, on dit souvent, moi j'ai entendu, il faut pas parler de soi, faut pas se prendre pour exemple, faut pas faire de transfert. Je ne fais pas de transfert parce que c'est des histoires différentes et qu'aujourd'hui ma posture de coach fait que je ne fais pas de transfert avec l'autre. Par contre, j'ai remarqué que sortir mon client de sa propre histoire pour lui donner une autre perspective, ça c'était aidant. Et donc ce jour-là, en plus on était en présentiel, je décide moi aussi de faire cet exercice en même temps qu'elle. C'était particulier, c'était durant un coaching en immersion, donc on avait passé 48 heures ensemble. Et du coup, je faisais aussi cet exercice en même temps. C'était intéressant dans la globalité du coaching. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, la culpabilité, c'était pas du tout un sentiment que je ressentais. Et du coup, j'avais peut-être 2-3 points sur lesquels je pouvais culpabiliser vraiment si je cherchais. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je lui ai montré que ça pouvait être autrement. Et elle me connaît, elle me fait confiance, et du coup, elle savait que je ne mentais pas. Et quand elle a vu que ça pouvait être autrement et qu'on pouvait ne pas être dans la culpabilité de tout, là, elle a eu la prise de conscience de « je ne veux plus culpabiliser. Je ne veux plus. C'est trop lourd pour moi d'être dans la culpabilité. » Et du coup, ça a été vraiment très aidant pour elle. Aujourd'hui, on est 8 mois plus tard et
c'est quelque chose qu'elle ressent beaucoup moins, ou en tout cas elle arrive à prendre beaucoup plus de recul. Je vous raconte ça, mais c'est surtout pour vous dire que la culpabilité, ce n'est pas un sentiment du quotidien. C'est lié justement à cette peur de l'abandon. Le parcours de guérison de la blessure d'abandon, il est long dans le sens où, bien sûr, que on ne peut pas espérer de guérir à 100% de la blessure d'abandon en l'espace de quelques séances de coaching. Par contre, je ne le dirai jamais assez, c'est important d'amorcer ce processus de guérison. Et c'est là que je vous demande juste de regarder où vous en êtes. C'est ok, je ne suis pas guérie à 100%, mais qu'est-ce que je fais pour sortir de ça ? Qu'est-ce que je fais pour sortir de la dépendance affective ? Qu'est-ce que je fais pour guérir de ma blessure, de mon syndrome d'abandon ? Est-ce que je fais la démarche de voir un thérapeute, un coach, un sophrologue en fonction de ce dont vous avez besoin ? Est-ce que j'ai suivi des programmes en ligne ? Parce que moi, j'ai un programme en ligne pour les personnes qui ne se sentent pas prêtes à être coachées, ce qui est totalement ok aussi, mais qui permet déjà d'avoir certaines prises de conscience, de reposer un cadre et d'amorcer ce travail-là. Est-ce que je lis des livres sur le sujet, mais en pleine conscience ? Ou est-ce que juste je ne fais rien ? Est-ce que juste j'attends que ça passe ? Est-ce que juste je me suis résignée à cette situation ? Aujourd'hui, vous avez le choix de ne plus vous résigner. Et honnêtement, au vu de la sérénité que j'ai gagnée ces dernières années en guérissant de cette blessure d'abandon, j'ai encore plus envie de porter ma voix pour que vous puissiez vous faire accompagner. Par moi ou quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de faire ma pub, ma propagande. C'est vraiment juste un message, j'allais dire d'amour, de vous dire, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner en vous faisant accompagner. Maintenant, il faut se faire accompagner par la bonne personne. Une personne avec qui vous allez vous sentir en confiance, qui va être dans la bienveillance et qui vous permettra d'avancer, qui connaîtra bien son sujet. Vous pouvez aller aussi vers une thérapie psychocorporelle. Alors ça, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas toujours, parce que c'est très lié au corps finalement. Il y a une dimension physique, émotionnelle et mentale. C'est sur ces 3 sujets que moi je travaille en coaching, plus évidemment mental et émotionnel, parce que le corporel, je ne suis pas encore thérapeute psychocorporel, donc je ne peux pas le traiter en profondeur. Mais ça se travaille sur ces différentes dimensions, sur ces différents aspects, et c'est essentiel. Donc, faire face à la peur de l'abandon, c'est déjà prendre conscience de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Non, je ne vais pas vous donner des solutions toutes faites. Parce que guérir de la blessure d'abandon, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est important de prendre en considération votre propre histoire. Et en fait, prendre en considération votre propre histoire, être dans la reconnaissance de ce que vous avez vécu, c'est déjà un pas vers la guérison. C'est déjà un pas vers une plus grande sérénité. Prenez le temps de vous faire accompagner. Faites-le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui ou demain, mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vais vous laisser là-dessus, avec tout mon amour, et à la semaine prochaine.